OKC avance et donc de ce côté-là du tableau, ils vont rencontrer le vainqueur de Clippers contre Dallas. Là encore, c'est pas marrant. On est obligé de commencer par attention, Kawhi Leonard. Voilà, point de tension nul, point de bascule totalement nul. Kawhi Leonard et sa santé. Ça recommence à être un peu inquiétant. Les fameux je manque un match de plus, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Ça s'enchaîne, c'est pas très bon. C'est un peu comme ça qu'on avait eu d'ailleurs la série en 2021 contre le Jazz. Hein. À l'époque, c'était juste non, mais il va être absent un match, et au final, il avait manqué la fin de série plus la saison 2023. Mais oui, Kawhi, premier élément clé. Notamment, si Kawhi pour moi manque plus que 2-3 matchs, c'est compliqué quand même. Hein. 2-3 matchs sur 6 ou 7, c'est compliqué. Après, j'ai aussi un problème un peu philosophique avec cette série. Je sais pas comment la pronostiquer ou la juger, parce que, en fait, pour moi, sur le papier, les Clippers sont meilleurs. Mais comment juger le papier versus qu'est-ce qu'on a pour de vrai ? Parce que d'une part, on a un Luka Doncic qui est toujours fabuleux en play-off, pour le coup, et même contre des défenses en switch qui ne lui donnent aucun décalage sur pick and roll comme il aime bien avoir, même face à cette défense en switch, il a toujours été incroyable, mais vraiment, en termes de shot-making et en termes de réussite pour punir les switches et les mismatchs. Souvenez-vous, les anciennes séries contre les Clippers, c'était exactement ça. Hein, c'était ok, vous voulez pas me donner le pick and roll, vous voulez switcher, ok, 1 contre 1, pas de décalage, pas de problème, j'enchaîne un pull-up à 3 points sur Zubac, ou alors je vais au panier, je fais un drive. Donc, premier élément, c'est que en play-off, on sait que Luka Doncic, il est capable de, même si on lui donne pas un décalage, il est capable de quand même punir, et il le fait souvent. Donc, premier élément. Et puis le deuxième, c'est l'état de forme des Clippers, qui à mon avis sont plus complets. Mais quels Clippers on va avoir ? Et je crois d'ailleurs que je parlais de Kawhi, mais je crois que James Harden aussi a un peu de blessure au pied, donc à surveiller aussi. Et puis même sans ça, voilà, les Clippers au All-Star Game, on pensait que c'était la meilleure équipe de NBA, en tout cas moi, de mon côté. Et puis ils sont revenus et ils sont pas bons en fait, ils sont moins bons qu'ils ont pu être entre décembre et février, quoi. Bon, après, quand même, pour essayer de donner quelques éléments, évidemment, je pense qu'on va avoir une défense des deux côtés qui va être beaucoup axée sur du switch. Et je pense que, comme dit, Luka Doncic et les Mavs, ils peuvent punir les switches. Ok, donc ça, c'est un bon point. Mais les Clippers aussi. Les Clippers, les vrais Clippers, c'est, comme on a dit cette saison, c'est une attaque à match-up, c'est-à-dire c'est pas une motion offense qui va bouger beaucoup, c'est même assez statique, assez simpliste pour certains, et c'est vrai, mais c'est juste, ok, on veut le bon match-up, on veut le maillon faible, on va le chercher, on donne l'isolation contre le maillon faible, et on score. Voilà. Pour caricaturer, c'est ce qui fait qu'en saison régulière, ça déplaît parce que c'est pas comme dit, c'est pas une vraie motion offense, c'est pas beaucoup de mouvements, c'est pas fluide, etc. Donc en saison régulière, c'est moins bon, mais c'est un style de jeu qui se transpose totalement en play-off. C'est littéralement, Tyronn Lue, en fait, il fait un jeu de play-off en saison régulière même. Donc même si vous aimez pas l'attaque en saison régulière, sachez qu'en play-off, il y a un côté, ça se transpose beaucoup plus parce que c'est fait pour ça. Donc une attaque à match-up, c'est génial pour les play-offs, mais en plus, pour moi, je vois beaucoup plus de maillons faibles à cibler côté Dallas que côté Clippers. C'est-à-dire que Clippers, Luka Doncic va essayer de s'amuser avec du Zubac, avec des mecs comme ça, mais je pense que côté Dallas, il y a plus de maillons faibles à aller chercher. Je pense, peut-être que je me trompe, mais c'est un peu comme ça que je vois le truc. Et puis l'autre élément clé dans des batailles de switch all, c'est le rebond en fait. Et sur le rebond, moi, je trouve que les Clippers sont peut-être un peu mieux armés. Et je sais que beaucoup de monde dit, depuis l'arrivée de Gafford, excellentissime rebondeur défensif, etc., etc. En fait, non. Moi, je suis pas d'accord du tout. C'est même plutôt sa faiblesse, c'est que par rapport au standard de rebond défensif des pivots NBA, des titulaires, je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de faiblesses et je l'invente pas. Hein, on a qu'à aller voir ces chiffres de on-off défensif, de rebond notamment. On n'a jamais un impact d'élite en fait. Jamais. Et on a aussi des défauts du profil en termes de scouting, de pourquoi est-ce qu'on explique ça. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est quelqu'un qui, historiquement, n'est pas non plus génialissime pour le rebond, mais par contre, c'est vrai que, oui, il fait du bien à Dallas parce que Dallas partait de très bas. Donc il fait quand même un peu de bien, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que je pense que, au global, j'ai l'impression que les Clippers sont quand même un peu meilleurs sur cet aspect du rebond qui est un aspect clé
dans des jeux de Switch'll ouais, de Switch en fait. Hein. Non, il n'y avait rien d'autre en fait. Juste des jeux de Switch'll. Parce que quand tu switches, tu concèdes des match-up. Tu concèdes des mismatchs. Mais souvent, on se concentre sur le mismatch sur le ballon. Mais on oublie qu'il y a aussi un autre mismatch derrière. Si ton intérieur doit switcher sur le porteur de balle, c'est un mismatch, ok. Mais ça en crée aussi un autre derrière. Ton intérieur offensif est, de ce fait, défendu par un extérieur. Et donc, c'est là-dessus où le rebond, notamment offensif ou défensif évidemment, mais devient un élément clé de ces line-up et de ces batailles de switch. Et c'est exactement d'ailleurs ce qu'on avait vu sur le match-up entre Clippers et Lakers, c'est que on avait un peu abusé du switch sur le Money Time, notamment sur la deuxième mi-temps et quatrième quart-temps, et que Anthony Davis avait puni là-dessus. Anthony Davis, certes, tout le monde a retenu le côté Daniel Theis il switch sur LeBron et LeBron il met un pull-up à 3 points. Ok, mais en fait, la vraie histoire de ce match, c'était aussi du Money Time. C'est qu'Anthony Davis avait pris 3, 4, 5 rebonds offensifs sur la tête de James Harden, de Kawhi Leonard ou de n'importe qui sur lequel il y avait eu un switch en fait. Donc c'est aussi de cette manière dont il faut réfléchir au switch, à mon avis. Il faut aussi considérer le rebond derrière, le rebond offensif, et pas que le côté isolation et je vais faire danser le gros sur pick and roll, le sur isolation. Non, il y a aussi derrière le rebond offensif, et j'ai l'impression que des deux côtés du terrain, je fais plus confiance à cet aspect de rebond côté Clippers. Parce que je pense que Zubac et Plumlee sont de meilleurs rebondeurs offensifs. Quoique je dis ça, mais Gafford de rebond offensif, c'est quand même assez incroyable. C'est vrai. Mais en termes de protection globale, et notamment défensive, je trouve qu'il y a une plus grande assise défensive de rebond chez les Clippers que chez les Mavs. Voilà. Même en cas où Zubac est obligé d'aller sur Doncic sur un switch loin du panier, je trouve que derrière, il y a une meilleure protection du rebond et un meilleur personnel pour ça côté Clippers que côté Mavs, finalement, où on a quand même pas mal de profils un peu imparfaits dans le domaine. Donc voilà, sur cet aspect aussi, je mets un peu les Clippers. Donc voilà, et puis l'autre, évidemment, on l'a pas dit, mais c'est que Zubac aussi en attaque peut faire un peu de post-up occasionnel. Alors, pas tout le temps, mais pour aller cibler un petit Derek Lively ou contre un mismatch, justement. Il peut beaucoup plus punir au poste bas sur un switch, après un switch, que ne peuvent le faire Gafford et Lively. Hein. Quand il y a un switch des Clippers, qui va attaquer ? C'est Luka Doncic avec la balle, mais ça va pas être genre allez, on envoie la balle au gros au poste bas qui va attaquer le petit, non. Alors que Clippers, on a cette option. On a ça, on a Zubac qui peut attaquer un plus petit, notamment un Kyrie ou notamment voilà des mecs comme ça. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est l'arsenal un peu très varié, enfin pas un peu très du coup, l'arsenal très varié des Clippers en termes de big, et notamment il y a une option pick and pop avec Daniel Theis aussi qui est assez intéressante. Bref, il y a pas mal de choses que j'aime bien, et l'autre côté aussi en fait, c'est que je préfère largement la défense des Clippers que la défense des Mavs. Autant au niveau de l'attaque, je pense que c'est kiff-kiff. Je pense vraiment que ça se vaut. C'est assez similaire, ou en tout cas, si tu me dis l'attaque des Mavs aura plus performé que l'attaque des Clippers parce que Luka Doncic aura été en feu ou Irving aussi, ça me choquera pas. Il y a ce star power et cette force de frappe des deux côtés du terrain, dans les deux équipes, plutôt. Par contre, pour moi, il y a un vrai différentiel en défense avec, encore une fois, avec les vrais Clippers, et pas les Clippers un peu irréguliers de ces dernières semaines, mais avec les vrais Clippers, pour moi, on est largement meilleur que Dallas, même si Dallas a un top defensive rating depuis un mois, mais bon, à la fin de saison et le mois d'avril, on s'en fiche un peu, quoi. Je pense que je fais plus confiance aux chiffres généraux de l'année et sur un gros échantillon que sur une fin de saison où ils ont joué Washington et San Antonio, quoi. J'exagère, hein. Je sais même pas s'ils les ont joués, mais, mais je trouve que même si on sort des chiffres, j'ai quand même plus confiance au personnel et au schéma défensif des Clippers que de Dallas. Encore une fois, pour moi, il y a moins de maillons faibles côté Clippers que côté Dallas. Donc, ceci explique cela, surtout que Tyronn Lue est un excellent coach défensif aussi, donc j'ai aussi pas mal confiance de ce côté-là. Ce qui fait que si on a les vrais Clippers et si on a Kawhi Leonard en forme, je prends les Clippers. Je les prends, 60-40, 65-35 peut-être, mais 60-40 on va dire. Clippers 60-40, pour moi, sur un 4-1, 4-2, 4-3, je m'en fiche, hein, mais sur des matchs très disputés, je veux dire. 60-40 pour moi,
Et si on n'a pas si on n'a pas les vrais Clippers et si on n'a pas Kawhi Leonard, bah ouais, Dallas évidemment je pense aussi quoi. Donc je sais pas, voilà, j'ai essayé de présenter des éléments. Le pronostic on s'en fiche, mais au moins j'ai essayé de vous présenter quelques éléments tactiques, on va dire. Et puis voilà, et puis on avance. Donc dans mon bracket, j'ai Clippers contre OKC. J'ai envie de prendre les Clippers pour un peu les mêmes raisons. Et pour le fait que, ben ouais, eux aussi, ils peuvent pas mal gêner le Thunder en attaque. Donc voilà, je vais quand même prendre les Clippers au deuxième tour. Encore une fois, je développe pas plus que ça. D'ailleurs, pourquoi je fais ça maintenant ? J'aurais dû faire ça à la fin. Excuse-moi, je suis cramé là, j'enregistre depuis 1h30 au moins. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.